Entre 1914 et 1918, l'armée française a expédié sur le front près de 2 millions de chevaux. Ces chevaux ont fourni la piétaille des régiments de cavalerie. Ils ont tiré les canons, les ambulances et les chariots, transporté les hommes, les munitions et les vivres. Ils sont passés là où rien ni personne ne semblait pouvoir passer. Un matin d'août 1914, un percheron magnifique quittait Perpignan pour rejoindre le front. Adieu labour, adieu moisson, adieu la tendre affection de ses maîtres. Après 1000 kilomètres de route, il devait plonger dans l'enfer de la guerre. Une odyssée qui n'a jamais été racontée, l'histoire authentique d'un cheval de guerre français. À la veille de la Première Guerre mondiale, le cheval est omniprésent dans toutes les sociétés européennes. S'il est l'indispensable compagnon des paysans, il incarne aussi un style de vie dont le conflit va consacrer l'agonie. Dans un mas de la proche banlieue de Perpignan, les descendants d'une vieille famille catalane, les Salles, se souviennent encore de la place que les chevaux ont longtemps occupée au sein de l'exploitation familiale. Racontée de génération en génération, leur histoire témoigne de l'attachement d'une famille de paysans pour son percheron. Voilà, donc c'est ici l'écurie où était le cheval. Vous avez encore l'ancien emplacement qui existe, avec la mangeoire et le râtelier, dont le cheval était ici dans une petite fosse avec la paille. Ensuite, tous les ans, on remplissait le grenier avec le foin, on faisait la réserve, on montait tout le foin à la fourche par la fenêtre. Et pour nourrir le cheval, après, au fur et à mesure, on faisait descendre le foin par la petite trappe qui venait tomber dans le râtelier et qui permettait de nourrir le cheval. Il faisait partie de la famille. Quand c'était la grand-mère qui allait s'occuper du cheval, elle lui parlait. Le cheval écoutait, il reconnaissait les voix. Et aussi les voix des hommes de ferme qui s'en occupaient, des moussous. Le cheval n'était pas aimé uniquement que par celui qui le conduisait. Il était aimé même par la maîtresse de maison. Elle ne pouvait pas aller à une écurie, la maîtresse sans un petit crouton de pain. Au début du mois d'août 1914, l'annonce de la mobilisation et de la réquisition des bêtes est un vrai choc pour tout le monde. Ma mère, elle avait 12 ans. Lorsqu'elle a vu partir ses frères, ses beaux-frères, et puis les 3 ouvriers qui travaillaient à la ferme, plus le cheval. Et c'était le plus jeune, c'était le plus fort, le plus vigoureux, c'est lui qui a été choisi. C'était un déchirement pour tout le monde. Le cheval faisait partie de la famille. Si quelqu'un de la famille vous quitte, on vous le prend pour aller vers le danger, c'est légal, vous ressentez l'égale angoisse que pour une personne. Un matin du mois d'août 1914, les 9 hommes mobilisés partent donc en amenant avec eux le percheron du mas familial. Un siècle après, leurs héritiers perpétuent encore le souvenir de cette réquisition qui devait conduire les 9 hommes et leur cheval là-bas, ou plutôt là-haut, si loin, vers le nord, vers la guerre. À l'heure de la mobilisation, la France n'a jamais compté autant de chevaux. En 1913, le pic des naissances a été atteint. Plus de 3 200 000 équidés ont été recensés sur le territoire national. Un tiers d'entre eux va partir sur le front. Ces chevaux viennent des 4 coins du pays, où des commissions de classement composées d'officiers et de vétérinaires civils ou militaires les ont déclarés aptes au service.
Au cours du mois d'août 1914, 610 000 chevaux sont séparés de leur maître, ce qui n'est pas sans conséquence sur le moral de la population. L'historienne américaine Jane Tempest a étudié la façon dont les chevaux ont été engagés dans le conflit et le traumatisme que la réquisition a provoqué dans les familles françaises. Ce qu'il faut vraiment comprendre quand on parle de la réquisition des chevaux en 1914, c'est qu'il s'agit d'un moment absolument crucial dans le processus de mobilisation. C'est une levée massive. On parle de plus de 800 000 chevaux prélevés dans les campagnes françaises. Un cheval sur 4, 25% des chevaux. Et il ne s'agit pas de prendre les animaux, sinon de réquisitionner les meilleurs du pays qui vont accompagner les hommes les plus vigoureux au moment même de la moisson. Dans leurs témoignages, les gens de l'époque parlent de l'impact économique de ce départ, mais aussi de l'absence soudaine des chevaux. Ils ne sentent plus leur odeur, n'entendent plus leur bruit familier, et c'est une perte immense pour beaucoup de paysans. Dans nombre d'exploitations agricoles, les mères de famille restent seules avec les vieux et les enfants. Après avoir vu s'éloigner les maris, les fils, les beaux-fils ou les gendres, les voilà séparés de leurs chevaux. La perte est douloureuse, comme l'exprime la paysanne de cette carte postale humoristique datée de 1914, en s'écriant devant l'officier qui réquisitionne son cheval « Gardez mon homme à la guerre tant que vous voudrez, mais laissez-moi au moins ma jument. » On leur enlevait l'outil de travail. Parce que nos grands-mères qui restaient à cette époque-là et qui prenaient la relève, parce que les hommes étaient à la guerre, le cheval était à la guerre, mais il fallait continuer de vivre. Et souvent, ils avaient des lopins de terre à l'extérieur qu'elles continuaient de travailler parce qu'il fallait donner en plus. C'était un fermage, alors il fallait rentrer de l'argent pour payer le propriétaire. Dès le début de la guerre, les réquisitions, dans certaines régions, concernent la totalité des animaux de ferme. Et l'on retrouve aujourd'hui dans les archives du service historique de l'armée à Vincennes des lettres de doléances adressées à l'époque au ministère de l'Agriculture et de la Guerre, non pas pour se plaindre du prix d'achat trop bas des chevaux lors des réquisitions, mais pour dénoncer les conséquences de la perte d'animaux essentiels. Dès le mois d'août 1914, le manque de bras et de pattes se fait sentir. Les récoltes rentrent moins vite. Dans certaines contrées, elles ne se font tout simplement pas. La disette menace, alors même que le pays entre en guerre. Bientôt, il n'y aura plus que les femmes pour tirer les charrues. Mais si cette réquisition est une épreuve pour les paysans français, c'est aussi un véritable traumatisme pour leurs chevaux, comme nous l'explique l'historien Éric Baraté. La réquisition, c'est la perte d'un monde, parce que la plupart du temps, ce sont des chevaux qui sont habitués à un lieu. Et là, d'un coup, évidemment, lorsqu'ils arrivent au bureau de la réquisition et qu'on les emmène, ils se retrouvent avec des hommes qu'ils n'ont jamais vus, des parlers qu'ils n'ont jamais entendus, des odeurs qu'ils ne connaissent pas. C'est un changement brutal de monde, et tout change. La route va s'avérer très longue pour la plupart des animaux réquisitionnés. Ils vont devoir parcourir des kilomètres dans des wagons bondés. Un autre moment fort, c'est l'embarquement dans les trains, dans les wagons. Et là, on a quantité de textes qui racontent que les chevaux résistent, ils ne veulent pas monter. Et donc, comme on ne comprend pas pourquoi ils résistent, eh bien, on les accuse d'être bêtes, on les accuse de mettre de la mauvaise volonté, et on emploie la violence. Lorsqu'ils sont dans les wagons, certains continuent à résister, tapent avec leurs sabots contre les parois, tirent sur les liens, et des chevaux peuvent se retrouver à prendre des coups, à avoir des membres cassés. Et puis, il y a aussi toute la perturbation ensuite du train, des bruits, des sifflements, le bruit des rails. Un cheval de ferme qui n'est pas sorti de chez lui, qui est habitué à aller de la ferme au champ, qui est relativement bien choyé par son propriétaire,
vous rendez compte, là, la perturbation, elle est totale. Parti de la gare de Perpignan, le percheron de la famille Salles va rallier Lyon avant de rejoindre le front. Une odyssée de plus de 1500 km, un voyage en enfer, pour échouer à gare, déboussolé, aux portes d'un antre brûlant, la guerre. Mais l'animal a pourtant une chance incroyable. Ils sont partis tous les 9, et donc un des ouvriers avait pris, il avait demandé s'il pouvait être affecté avec le cheval. Le cheval a senti toujours l'ami qu'il connaissait à côté de lui. Mais avoir quitté le calme d'une ferme, d'une nature en paix, et se trouver, comme tant d'autres chevaux, avec des inconnus à côté, qui souvent brandissaient une branche pour les faire avancer mieux, ce devait être terrible pour ces bêtes-là. Ce devait être terrible. Il faut toujours penser que cette guerre, c'est la première. On a derrière les trains, les camions, le téléphone, le télégraphe. Autrement dit, on peut aller vite. Et donc, on ne va pas se priver. Il faut aller vite pour aller plus vite que l'adversaire. Donc, on va demander aux chevaux d'aller aussi vite que les moyens modernes. Et évidemment, ça veut dire pas de phase d'adaptation, d'entraînement. Ces phases-là, on va les mettre en place qu'à la fin 14. Et on ne laisse pas le temps à ces chevaux de s'adapter. Certains chevaux n'ont pas résisté aux conditions de leur transport. D'autres se sont blessés grièvement en descendant des wagons. Ceux qui parviennent indemnes dans la zone du front sont totalement désorientés. Mais ils sont désormais des chevaux de guerre et l'état-major compte sur eux pour s'imposer en manœuvrant, en attaquant vite et fort. Qui se souvient alors que pendant la guerre de 1870, l'ennemi prussien a exterminé les cuirassiers français lors de la bataille dite de Reichshofen. Malgré l'inutile massacre, les images d'Épinal ont depuis exalté bien des esprits, suscité des vocations. Les cavaliers français de 1914 rêvent encore de grandes charges sabre au clair. Depuis 1890, les dragons ont retrouvé leurs lances. Le règlement de service des armées en campagne daté du mois de décembre 1913 précise même que la cavalerie doit charger à l'arme blanche. Pourtant, c'en sera bientôt fini des cuirasses et des casques à cimier, des brandebourgs des hussards et des couleurs chatoyantes de la cavalerie française. Que peuvent des sabres et des lances face aux fusils à répétition, aux canons, aux grenades et aux 500 coups par minute des mitrailleuses allemandes? Dès les premières semaines de la guerre, l'état-major allemand refuse la confrontation directe. Lorsque les rencontres ont lieu, la furia des Français emporte tout sur son passage. Alors les cavaliers du Kaiser jouent à cache-cache, attirent leurs adversaires en rase campagne, là où les hommes et leurs montures se font tirer comme des pigeons en terre cuite dans un stand de foire. Ancien officier d'artillerie et cavalier, Henri Morel a longtemps organisé des randonnées à cheval sur les lieux de la première grande bataille du conflit, la Marne. Déjà en 1815, les carrés formés par l'infanterie britannique, très entraînée, ne peuvent plus être brisés par la cavalerie. C'est-à-dire les feux tirés par salve fauchent les cavaliers. C'est-à-dire qu'après Waterloo, la cavalerie, c'est terminé. Mais la nostalgie, le souvenir, fait que les corps de cavalerie restent extrêmement importants. La guerre de 14 place encore des divisions entières de cavaliers, alors que l'arrivée des fusils à répétition rend complètement obsolète son rôle
de rupture. Et dans la bataille de la Marne, donc pendant ces combats de la fin août, début septembre 14, le commandement français ne sait pas très bien utiliser sa cavalerie, il ne sait pas très bien quoi en faire. Dès le mois d'août 1914, alors que la Belgique est envahie par les Allemands, 18 régiments de cavalerie français se lancent vers le nord, dans une chevauchée qui s'avérera totalement insensée. Il y a eu des expériences avant-guerre qui avaient conclu sur le fait que pour garder les chevaux en bon état, il fallait, dans l'artillerie, leur faire des étapes de 30 km par jour, pas plus, entrecoupées de beaucoup de repos. En l'été 14, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, l'état-major français va demander à ses chevaux des étapes journalières absolument démentielles. On va leur demander 50, 60, jusqu'à 100, 120 km par jour. Alors un cheval peut le faire encore une journée, mais là on va leur le demander 2 jours, 3 jours, 8 jours de suite. Ça peut durer un temps et puis très vite on va vers un véritable clash. Et on a plein de chevaux qui restent sur place, ils ne peuvent plus suivre. Pourtant, le 7 septembre 1914, la cavalerie franco-britannique est en mesure de diviser les forces allemandes. Le 8 septembre, les dragons de la 10e division de cavalerie prennent Château-Thierry. 3 divisions du 2e corps de cavalerie et 3 brigades de cavalerie britanniques ont alors une occasion inespérée de s'enfoncer entre les 1re et 2e armées allemandes. La brèche dans laquelle les cavaliers peuvent s'engouffrer est large de 40 km. Elle se situe en face d'une région dont le nom restera célèbre, le chemin des Dames. D'ici, on va bien voir l'arrivée depuis Château-Thierry. Faut bien piger la situation, puisque la cavalerie arrive de Château-Thierry, elle a franchi la Marne en gros vers le 8, elle progresse le 9, le 10, et puis elle arrive dans ce secteur. Alors, ce corps de cavalerie, il arrive sur un terrain plat. Il n'y a pas pratiquement d'Allemands ici, il n'y a pratiquement pas d'Allemands en face, il y a une brèche, il y a une ouverture. Donc il est très tentant, évidemment, pour le commandement français de progresser dans cette trouée en direction du nord. Et cette progression, elle va être décidée, cette progression, elle va se faire lentement, cette progression, elle va atteindre le camp de Sissonne. Le camp de Sissonne, le camp militaire français de Sissonne. Et donc, ils vont trouver de quoi nourrir leurs chevaux, il y a de l'avoine, il y a de la ferrure, il y a tout ce qu'il faut, il y a des lits pour les hommes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là commence l'espoir, évidemment, de pouvoir attaquer. Tous les espoirs resteront vains, car l'été 1914 est l'un des plus brûlants qu'a connu la France depuis des décennies. La chaleur accable les hommes et les chevaux, qui ne peuvent pas boire les 20 à 50 litres d'eau quotidiens, indispensables à leur bien-être. Ils ne mangent pas à leur faim et avancent plusieurs jours durant, sans être décellés. Ces chevaux qui restent scellés avec des selles qui sont des selles standards, souvent très mal adaptées aux chevaux de réquisition. Donc les chevaux se retrouvent avec des poids très forts sur eux et les selles vont frotter que sur quelques points de leur dos. Donc très vite, il va y avoir des usures, ça va attaquer le poil, ça va attaquer la peau, puis les muscles. Les chevaux vont se retrouver avec d'énormes plaies sous les selles. Ça sent de très loin, ça sent la chair pourrie. On considère qu'il n'y a pas finalement à s'occuper des chevaux. Le 13 septembre, à 3 h du matin, le général Joffre annonce la victoire de la Marne. Les chevaux sont incapables de se mettre au trot plus de 100 mètres. Le 14 septembre, à 15 h, une estafette rapporte l'ordre de repli aux cavaliers du 2e corps. Les Allemands stoppent leur retraite et colmatent la brèche. L'occasion de mettre fin à la guerre est passée. À la fin du mois de septembre 1914, 10 000 bêtes sont mortes d'épuisement. Un cheval sur 6 est inutilisable. En octobre, près de 49 000 sont traités pour surmenage. On est tellement persuadé qu'il y aura une guerre courte que l'état-major français, mais aussi allemand, a théorisé le fait que finalement, tant pis, ce seront des pertes de chevaux, on allait les perdre, mais l'important c'était d'aller vite et gagner rapidement la guerre.
Et évidemment, la guerre n'a pas été aussi courte que voulu et on s'est retrouvé avec une surmortalité absolument énorme. À la fin de l'année 14, la guerre de mouvement s'achève. Adieu rêve de charge, adieu cavalerie, les poilus s'enterrent. Pour les chevaux, le calvaire se poursuit. Ils sont plongés dans un cratère en fusion. La guerre. Les chevaux sentent arriver les bombardements. Sans doute avec leur audition extrêmement développée, ils entendent arriver les obus et donc ils essayent de s'enfuir. Ce que les hommes ne comprennent pas. Donc bien souvent d'ailleurs ils les violentent pour qu'ils se tiennent en place. Et puis lorsque les obus éclatent, évidemment, c'est la terreur totale. Exactement comme pour les hommes. Donc ils essayent de se cabrer, de ruer, de s'enfuir à toute volée. Ils tirent sur leurs traits et beaucoup ne veulent pas revenir. On sait maintenant que les chevaux ont des yeux très sensibles parce qu'ils prennent beaucoup de paysages, donc ils ont une capacité à prendre la lumière, et les flashs des obus, c'est quelque chose qui est très douloureux pour eux. Maintenant, on s'en rend compte. Les bruits, évidemment, toutes les explosions. Le cheval est un animal peureux. Les individus sont très peureux. Ces bruits auxquels ils n'ont absolument pas été habitués, ils n'ont pas été entraînés à entendre ces bruits. Là aussi, c'est un énorme stress. Puis il y a toutes les odeurs. Alors là, on a beaucoup de textes qui racontent à quel point les chevaux sont très perturbés par les odeurs des cadavres équins, qu'ils sentent très bien, qu'ils repèrent. Et lorsqu'ils arrivent près de cadavres équins, ils ne veulent plus avancer. Beaucoup veulent reculer, repartir dans l'autre sens. Ou alors ils n'avancent que s'ils font un grand détour. Lors des batailles aussi, on a quantité de textes qui racontent les chevaux devenus fous. Fous dans le sens où ils sont tellement apeurés qu'ils partent dans tous les sens. Ils courent dans tous les sens. Alors la peur est évidemment accentuée lorsqu'ils sont blessés. Lorsqu'ils reçoivent un éclat de bulle, une balle, etc., la souffrance fait qu'ils vont se mettre encore plus à crier, à hennir, à galoper dans tous les sens. Dure expérience pour le cheval de la famille Sall, habitué à l'odeur des labours, de la vigne et des pêchers en fleurs. Arrêtons-nous un peu. Une bête qui ne pense pas au mal, une bête qui n'a pas de mauvaise volonté, une bête qui tout d'un coup entend claquer les obus autour de lui, entend la mitraille de mitrailleuses, de fusils, voit le drame de chevaux qui tombent aussi. Pensons qu'eux aussi, ils ont une vision sur un cheval. Vous avez vu un cheval est tiré par terre. Qu'on m'excuse. Le rapprochement. Mais c'est identique. Lui qui avait vécu au milieu du champ des rossignols, la vision de voir des papillons, la vision des abeilles sur les fleurs. Évidemment que si on est honnête et on fait un rapprochement, la vision devait être terrible, cette vision de guerre et de destruction. Au mois de septembre 1915, l'un des fils de la famille Sall, Joseph, fringant dragon du 19e régiment de Carcassonne, envoie à ses parents une photo de lui et de ses camarades. Les cavaliers ont délaissé leurs chevaux et ont mis pied à terre. Devant leurs casques laissés au sol et leurs carabines, l'écriteau annonce clairement que ce groupe d'amis part pour les tranchées. Le temps des cavalcades est vraiment révolu.
Au mois de novembre 1915, 48 escadrons de cavalerie sont supprimés. Les cavaliers se transforment en fantassins, en artilleurs ou en aviateurs. Ceux qui restent à cheval sont cantonnés à des opérations de police, à l'escorte des prisonniers, à la traque des déserteurs. Certains régiments n'utilisent plus leurs chevaux que pour monter en ligne et rejoindre les boyaux, où les cavaliers deviennent des poilus comme les autres. Pourtant, au cours de l'année 1915, 140 000 chevaux sont encore réquisitionnés. La plupart sont devenus des bêtes de somme, car l'armée française compte seulement 18 000 véhicules motorisés pour 50 000 véhicules hippomobiles de toutes dimensions et de tout modèle, comme ces boucheries ambulantes, destinées à convoyer la viande au plus près du front. La collection de véhicules hippomobiles de Gérard Dupont est unique. Ce champion du monde d'attelage a réuni plusieurs pièces exceptionnelles, dont un train d'artillerie complet du célèbre canon de 75. Sur une pièce comme ça, il mettait 6 chevaux habituellement. 6 chevaux attelés donc à la Daumont, c'est-à-dire le cavalier était sur le cheval de gauche, qu'on appelait le porteur, et le cheval de droite, on l'appelait le sous-verge. Donc il y avait la première paire, deuxième paire, troisième paire. Le métier d'artilleur pour les chevaux était difficile puisque c'était des allures toujours vives. La mise en place d'une batterie de canon, ça se faisait au galop. Si c'était des chevaux qu'ils avaient réquisitionnés dans les fermes, les chevaux étaient habitués à travailler au pas, à un rythme lent. Alors que là, il fallait quand même des chevaux qui galopent. Et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de casses dans les animaux, énormément de morts et de mutilés dans les chevaux. Une seule batterie de 4 canons de 75 ne nécessite pas moins de 178 chevaux. 24 pour tirer les pièces, autant pour les 4 chariots de munitions, le reste pour transporter les vivres, les bagages et les hommes sur des chemins défoncés par les bombardements. Quand on voit les bourbiers du chemin des dames, passer dans un bourbier comme ça avec un cheval, moi-même en tant que cavalier, je me suis déjà enlisé dans les bourbiers du chemin des dames. Quand on arrive là-dedans avec les chevaux, le cheval s'enfonce jusqu'au ventre. J'ai déjà descendu de cheval parce que mon cheval était enterré jusqu'au ventre. Et je vous garantis que mes bottes, elles restaient au fond de... Je sortais du bourbier en chaussettes parce que les bottes restaient au fond du bourbier. Donc on s'imagine les chevaux tirant un canon qui pèse 2 tonnes ou 1,5 tonnes. C'est vraiment un piège, quoi. Vous n'en sortez pas. Vous n'en sortez pas. Pourtant, les chevaux sont les seuls capables de progresser dans un paysage bouleversé par les orages d'acier et de feu, labouré par les obus, rendu quasiment impraticable par les pluies torrentielles. Ils vont donc avoir la lourde tâche d'amener sur le front les hommes, toutes sortes de provisions et une quantité effarante de munitions. Le percheron de la famille Salé de Selat, après avoir servi dans la logistique, il rejoint un régiment d'artillerie. Ce cheval-là, il avait été, comme tant d'autres, un peu sur tous les théâtres. C'était une pièce de canon qu'il fallait tirer, c'était du ravitaillement de nourriture qu'il fallait apporter, c'était tout. Et souvent, des itinéraires, tous les itinéraires étaient dangereux. Souvent, c'était des itinéraires que, surtout, il ne fallait pas que l'ennemi sache. C'était souvent de nuit. En essayant de calmer les chevaux, qu'ils ne n'hennissent pas. Les chevaux affectés au ravitaillement sont si exposés au bombardement de l'ennemi que les animaux à la robe claire sont tout simplement peints en noir. Mais comment imaginer l'existence d'un placide cheval de trait habitué au labour, à la calèche du dimanche, aux moissons, et qui soudain se retrouve entravé à un attelage avec 6, 8 ou 10 de ses congénères qui vont tracter avec lui jusqu'à 7 tonnes d'acier? Comment imaginer ses réactions face aux horreurs de la guerre? Dans la Meuse, au mois de février 1915, les Allemands sortent des tranchées une arme terrifiante, le lance-flamme. En avril,
ils propagent des gaz mortels dans la région d'Ypres. Lorsqu'ils retraitent, les soldats allemands laissent dans les flaques d'eau une invention terrifiante, les chaussetrappes. Thierry Gourlin, conservateur du musée des abris d'Albert, nous explique l'utilisation de ce terrible piège. Voilà, nous sommes en présence du chaussetrap, appelé communément aussi le hérisson. Donc le chaussetrap était un piège destiné à blesser les chevaux lors du premier conflit, la Grande Guerre, 1914-1918. Donc ces pièges étaient balancés sur le No Man's Land. Donc le No Man's Land, c'est bien le terrain vague entre les deux tranchées. Et donc les soldats, l'ennemi balançait des chaussetraps, et comme ça les chevaux, lorsqu'ils arrivaient, aussi bien les cavaliers que les chevaux qui tiraient les pièces d'artillerie, si avec leurs sabots prenaient un chaussetrap, l'animal était blessé. Donc un animal blessé, c'était un animal qui ne pouvait plus continuer le but, sa destination. En plus des infections mortelles provoquées par toutes sortes de blessures, les chevaux contractent la grippe et l'angine propagée par la proximité entre bêtes malades. Ils ont de violentes coliques et des problèmes digestifs liés à la malnutrition ou à l'inflammation des fosses nasales, la gourme. Comme les hommes, ils sont frappés d'obusite, un stress post-traumatique qui les agite de tremblements incontrôlables. La guerre broie les âmes, affecte les cerveaux, y compris ceux des équidés. La misère physiologique et la saleté s'abattent sur tous les combattants. Les chevaux sont couverts de gales et les services vétérinaires de l'armée française se révèlent cruellement démunis devant tant de souffrances. Il n'y avait pas assez de moyens, pas assez de vétérinaires. Ces vétérinaires, il suffit de lire leurs textes de la fin 14, quand ils racontent comment ils opèrent strictement sans aucun moyen. Dans la boue, dehors, avec très peu d'instruments, très peu de médicaments. Il y a une totale impréparation, parce qu'on ne l'avait absolument pas prévu. Ce qui n'est pas le cas côté anglais. Côté anglais, les Anglais arrivent avec de véritables hôpitaux pour chevaux, prêts, avec des maîtres de chevaux, avec des vétérinaires en nombre bien plus important. Les Britanniques disposent de 18 000 vétérinaires pour 400 000 chevaux. Des centaines de maréchaux ferrants ont été enrôlés. Les dons de la RSPCA, la Société de protection animale, permettent la mise en place d'un réseau hospitalier géré par la Blue Cross, créé en 1897 sur le modèle de la Croix-Rouge. Il va falloir attendre 1917 pour que les vétérinaires français aient de telles infrastructures. Évidemment, toutes les opérations se pratiquent à vif, sans anesthésie. Les incisions se font au scalpel, les extractions à la pince. Les animaux sont généralement désinfectés aux antiseptiques, mais le fer rouge est aussi utilisé pour cautériser les plaies. Après ces interventions, les chevaux français n'ont pas droit au calmant, ce qui est aussi le cas des poilus. La communauté de souffrance entre l'homme et l'animal est totale. Près de 760 000 chevaux de l'armée française vont mourir durant cette guerre, et ces brutales disparitions troublent profondément les combattants. Il faut absolument parler de ces hommes simples qui découvrent alors ces animaux, vivent à leur côté et s'attachent à eux très rapidement. C'est vraiment un aspect de la guerre que l'on redécouvre aujourd'hui à travers les textes d'époque. Les chevaux sont vraiment très présents dans les lettres des soldats. À partir de 1914 et bien après 1918, dans tous les services de l'armée, et pas seulement dans l'artillerie ou dans la cavalerie, vous avez certains soldats qui regardent les chevaux qui défilent, mais beaucoup décrivent les cadavres des chevaux morts sur le bord de la route. C'est d'ailleurs l'une des grandes figures de la Première Guerre mondiale, cette carcasse d'animal mort. Le cheval mort est devenu un symbole d'une force incroyable. Dès le début de la guerre de mouvement, le premier signe de la mort qui plane sur le front, c'est la vision d'un cheval mort sur le bord de la route. C'est de ça que parlent les soldats dans leurs courriers pendant la guerre, et c'est aussi de cela qu'ils témoignent dans les années 20 ou 30. C'est l'une des visions primordiales de l'expérience guerrière. La plupart des chevaux mortellement touchés n'auront pas droit à une sépulture.
Les combattants sont obligés de les abandonner. Au cœur du village de Chipilly, une sculpture très réaliste rappelle les souffrances endurées par les hommes et les animaux. C'est le seul monument rendant hommage aux chevaux morts durant la Première Guerre mondiale, dressé sur les lieux mêmes de l'affrontement. Il a été érigé par la 58e division d'infanterie britannique, engagée sur le front de la Somme. La Somme, le champ de bataille d'une autre grande offensive dans laquelle les chevaux sont censés jouer un rôle primordial. Printemps 1916. Le général Joffre et l'état-major britannique n'ont pas renoncé à la reprise de la guerre de mouvement. Pendant une semaine, fin juin, l'artillerie des Alliés pilonne les lignes allemandes. En 5 jours seulement, les canons britanniques crachent plus d'1 700 000 obus. Dans les tranchées, les hommes attendent l'ordre d'attaquer. 4 divisions de cavalerie française et 3 divisions britanniques ont été massées en arrière du front. Plusieurs dizaines de milliers d'hommes et de chevaux. Il s'agira de ne pas commettre l'erreur de la bataille de la Marne. Cette fois, il faudra s'engouffrer dans la moindre brèche pour diviser les forces de l'ennemi. La suite est bien connue. Les défenses allemandes n'ont été qu'égratignées par l'orage de feu et d'acier qui s'est abattu sur elles. Les mitrailleuses cueillent les assaillants dès la sortie des tranchées. Dans les 6 premières minutes de l'offensive, 30 000 hommes sont mis hors de combat. Entre juillet et novembre 1916, l'armée britannique perd un demi-million d'hommes, blessés, tués ou disparus. L'offensive de la Somme est un nouvel échec pour les Alliés. Pire encore, l'hiver qui suit est l'un des plus rigoureux que la France ait connu depuis des années. Les chevaux dorment dans des abris de fortune, ne mangent pas suffisamment. Les chevaux de gros traits notamment sont très loin de leur ration quotidienne. Ils ne boivent pas assez, ils ne sont plus pansés. Ils s'épuisent à la tâche, s'enlisent, se noient dans des trous d'obus. Un soldat canadien cantonné à Vimy en avril 1917 écrit « Les chevaux avaient de la boue jusqu'au ventre. Nous voulions les attacher entre les roues des chariots durant la nuit, mais ils se seraient noyés avant le lendemain matin. Nous avons dû en abattre un assez grand nombre. » 50 000 chevaux sont encore réquisitionnés entre 1916 et 1917. Cela ne suffit pourtant pas. Il va falloir importer des animaux. Pour la première fois de son histoire, la France importe massivement des chevaux. 500 000 viennent des États-Unis, 70 000 d'Argentine. Leur transport à travers l'Atlantique est un véritable calvaire. L'armée française n'a jamais été confrontée à ça. Et donc on va chercher ces chevaux, on va les acheter soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Argentine. Les premiers transports se retrouvent confrontés à une surmortalité à cause de la chaleur. Les chevaux qui sont entassés dans les ponts inférieurs meurent littéralement de la chaleur. Et donc on décide de prendre des bateaux seulement à 2 ponts inférieurs et non plus à 4 ponts, pour qu'il y ait moins de chevaux entassés, mais pour ne pas avoir à transporter peu de chevaux, on va construire des ponts extérieurs en bois, 2 étages en bois, sur le pont extérieur. Et on met donc les chevaux sur ces 2 étages en bois. Le problème, c'est qu'ensuite, on ne les sort plus, ces chevaux. Et donc, les chevaux qui sont à l'étage en bois inférieur reçoivent pendant un mois et demi, tous les excréments venant des chevaux de l'étage supérieur. Vous vous rendez compte, pour un cheval, se retrouver avec les urines, les excréments des chevaux d'en dessus qui tombent sur soi, psychologiquement, c'est un énorme traumatisme. Il y a des problèmes de domination, des problèmes de... C'est absolument énorme. En janvier 1915, 167 des 205 chevaux stationnés sur le pont du Balgré se voient jetés à la mer ou projetés contre les parois du navire et finalement abattus. Pour ceux qui ont survécu à ce périple, une autre épreuve commence, le dressage. Le moment du débarquement est déjà très dangereux. Tous ces animaux ont fait un long voyage en bateau.
Pour les débarquer sans danger, on a essayé de sélectionner les officiers et les soldats qui connaissent le monde équin, car les hommes peuvent mourir des blessures infligées par les chevaux lors du débarquement. Le dressage occasionne aussi son lot de blessures graves, car c'est un moment incroyablement dangereux. Nous n'avons pas de statistiques précises, mais dans leur carnet, les officiers de remonte témoignent du danger qu'il y avait à dresser ces animaux. Le soldat Grenadou témoigne. On a mené dans le manège des chevaux qui n'avaient jamais été montés. 2 ou 3 gars tenaient la bride, un 4e sautait en selle. On lâchait tout, fallait qu'ils se démerdent. Des anciens revenus du front qu'on mettait au dressage disaient « c'est pire que la guerre ». Pour les chevaux, rien n'est pire que la guerre. Le nombre des tués, morts d'épuisement est tel et les remplacements si difficiles que l'état-major informe certains escadrons que la perte d'un cheval est plus grave que celle d'un combattant. À la fin de l'année 1917, la plupart des soldats considèrent qu'il est plus grave de perdre un cheval qu'un homme, car les hommes sont toujours remplaçables. Pourtant, les chevaux aussi sont remplaçables, d'autant que l'état-major fait tout son possible pour mécaniser l'armée française. La motorisation va être un moyen de suppléer les déficiences des chevaux. En même temps, on n'abandonne pas les chevaux jusqu'en 1918. Les effectifs de chevaux se maintiennent jusqu'en 1918. Il faut vraiment attendre les 6 derniers mois de 1918 pour voir une baisse sensible du nombre de chevaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces chevaux sont complémentaires avec les moyens mécanisés. C'est-à-dire qu'ils vont moins vite, ils vont moins loin, ils ne peuvent pas faire les mêmes étapes, mais ils peuvent aller sur des terrains où les trains, à force évidemment, mais même les camions ou les voitures ne peuvent pas aller. Mais à l'heure où la multiplication des chars et des avions donne au conflit le caractère mécanique qu'on lui prête souvent, les conducteurs de ces nouveaux engins n'ont qu'une référence en tête, le cheval. La Première Guerre mondiale va vraiment entremêler les lignes culturelles. C'est pendant ce conflit que va se développer la croyance selon laquelle le fait de monter parfaitement à cheval fera de vous un meilleur pilote, notamment un pilote d'avion. Pas seulement symboliquement, mais physiquement. À certains égards, lorsque vous apprenez le maniement de ces machines, on va vous enseigner à les piloter comme on monte un cheval. On va vous parler de l'assiette, du tapis, de la manière de vous asseoir sur cette machine, et on vous dit aussi qu'avoir la dextérité du cavalier vous permettra d'être un meilleur pilote. Et c'est pareil pour les conducteurs de chars. Nombre de tankistes parlent de leurs engins comme s'il s'agissait de chevaux. Au mois de mars 1918, un courrier arrive au mas de la route de Bompas. Joseph Salle envoie à ses parents une photo de lui, fièrement campé auprès de 2 chevaux. Son sourire n'est pourtant qu'une façade. Au dos de la carte, il écrit « Chers parents et sœurs, suis toujours en parfaite santé et c'est heureux. Je vous envoie ma photo et celle de mes 2 chevaux. Leur malheur, comme moi, c'est de vivre le plus loin de vous tous. Mes chers parents, un gros baiser de votre fils pour la vie, Joseph. » Toute la famille vit au rythme de ces courriers. En ce début 1918, les nouvelles du percheron et de l'ouvrier qui jamais ne le quittent sont encore bonnes. Ma mère, gamine à l'époque, si elle recevait des lettres de l'ouvrier qui était parti avec le cheval, parce qu'il y a quand même quelque chose de bien pour ce cheval et pour l'ouvrier, c'est qu'ils ont resté ensemble tout le temps. Ils n'ont jamais été changés. Et donc, lorsque une nouvelle arrivait, il rappelait que le cheval était bien. Et ma mère, surtout, c'était ça. Le cheval était bien. Malheureusement, la guerre est loin d'être finie. Et les chevaux vont encore être mis à rude épreuve. Lorsque l'Allemagne lance sa grande offensive de 1918, eh bien pour éviter la percée définitive du front allié, on va lancer des charges de cavalerie. Devant l'avancée allemande, les positions des Alliés semblent devoir céder, notamment tout autour du petit village de Moreuil, en Picardie. La route d'Amiens semble ouverte et la première armée française arrive aussitôt en renfort.
Fidèle à sa conception de l'usage de la cavalerie, le 30 mars, le commandement britannique lance une brigade canadienne sur un point stratégique occupé par les Allemands, le bois de Moreuil. Depuis plus de 20 ans, un agriculteur de la région picarde, Jean-Paul Brunel, s'attache à rendre hommage au sacrifice des cavaliers canadiens dont l'action contribua à l'arrêt de l'offensive allemande. Ici, à Moreuil, rien qu'à Moreuil, le 30 mars 1918, il y a eu quand même 300 chevaux tués. Les lignes étaient enfoncées tous les jours, on reculait 10 à 15 km. Et là, 3 bataillons, l'Ordre de Strathcona-Horse, le Royal Canadian Dragoon et le Fort Garry-Horse, environ 1200 cavaliers. Ils ont attaqué sabre au clair face à des Allemands. Et simplement, je vais citer un régiment, le Lord de Strathcona-Horse, ils étaient 100 cavaliers. Dans le même régiment, ils ont attaqué face à 300 soldats allemands. Et sur les 300 soldats allemands, pratiquement aucun a survécu. Ça a été une victoire incontestable sur l'armée allemande. Le Royal Canadian Dragoon a attaqué là une partie d'Allemands. Et ensuite, les bataillons ont contourné en allant vers Ourges, le bois d'Ourges, et ils ont rattrapé les Allemands par l'arrière. On parle des soldats, mais tous les soldats qui étaient là, sur les 1200 soldats qui étaient là, ils avaient chacun un cheval. Et le soir même, sur les 1200 chevaux, il en manquait 600 à l'appel. Il y a eu 600 chevaux de tués à Moreuil. Aussi héroïque soit-elle, la charge du bois de Moreuil est un infâme carnage. Pendant des jours, des groupes de chevaux sans cavaliers errent entre les lignes. Dans les mois qui suivent, toutes les offensives s'avéreront coûteuses en hommes et en chevaux. Pourtant, 1918 restera l'année des chevaux de guerre. En août, après avoir contrecarré les plans des Allemands, les Alliés lancent à leur tour une vaste offensive. Des milliers d'hommes et de chevaux se ruent sur les positions de l'adversaire. Mais si l'ennemi faiblit, ce n'est pas encore la débâcle. Il se bat pied à pied, ne cède rien. Chaque mètre de terrain conquis se paye au prix du sang. La terre avale les hommes et les bêtes. La vie elle-même ne vaut plus grand-chose. Au mois de novembre 1918, les habitants du mas de la route de Bompas n'ont plus de nouvelles de leur cheval et de son compagnon. Ils ont disparu comme tant d'autres. Dans beaucoup de familles, l'armistice a un goût de fiel. Sur les 1 800 000 chevaux de l'armée française, plus de 750 000 sont morts, mais les survivants ne retrouvent pas tous leur foyer. Les chevaux ont été revendus, notamment revendus aux paysans qui s'étaient vus réquisitionner leurs chevaux pendant la guerre et qui donc ont racheté à des prix très modiques, ont racheté ces chevaux qui ont fini la guerre. Et puis beaucoup d'autres chevaux sont partis à l'abattoir. Autrement dit, la récompense des chevaux, la récompense à leur effort militaire, c'est l'abattoir. La famille Salle a eu une chance extraordinaire. Les 3 fils, les 3 beaux-fils et 2 des 3 ouvriers agricoles sont rentrés vivants de la guerre. Mais plus personne n'a de nouvelles du dernier ouvrier agricole et du percheron. Lors du défilé de la victoire, les chevaux sont bien là, mais aucun hommage ne leur est vraiment rendu. Les militaires paradent sur des montures dont la superbe rejaillit sur eux, c'est tout. Pourtant, ce sont bien ces chevaux, combattants dévoués et anonymes, qui ont permis de faire et de gagner cette guerre. De toute façon, il n'y aurait pas eu de guerre sans les chevaux. Donc la guerre n'aurait même pas pu se déclencher, puisque à l'époque, on croit une guerre courte, rapide, donc c'est une guerre de cavalerie. Cavalerie sans chevaux, vous ne pouvez plus rien faire. Donc il n'y aurait pas eu de guerre, tout simplement. Guillaume II, au début d'août 14, fait un discours à la cour, à Berlin, et il a une phrase tout à fait significative. Il dit « Nous allons nous défendre jusqu'au dernier souffle de nos hommes et de nos chevaux ». C'est une liaison maintenant qui nous étonne tout à fait, mais qui montre à quel point, sans chevaux, la guerre n'aurait pas existé. Quelques mois après la fin de la guerre, à Perpignan, survient le miracle que l'on n'espérait plus. Le dernier ouvrier revient au mas en brandissant un document. Il a sorti une feuille de démobilisation. Il a dit « Vous allez à Lyon, au centre de réquisition, et
on vous le remettra, vous pourrez reprendre le cheval. Ça a été tout de suite décidé. Il faudra 2 jours et 1 nuit de voyage pour que le cheval de la famille Sall arrive en gare de Perpignan. Il a fait 4 ans de guerre, il a été blessé 3 fois. Les tirs d'artillerie l'ont rendu complètement sourd. Pourtant, attelé à la calèche de ses maîtres, le percheron n'a aucune hésitation. Il descend l'avenue de la gare en lançant régulièrement de longs hennissements de satisfaction et reprend tout naturellement le chemin du mas familial. À partir de là, il faut dire une chose, il y a eu un changement chez lui. Il a pris le petit trot et tranquille, sans que personne ne touche. Et il est arrivé à la ferme. Et là, il y a un moment d'émotion, évidemment, parce que la famille l'attend. Il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui applaudissaient, il y en avait... Le cheval hennissait quand même, pour les saluer. On l'a dételé. Et puis il est rentré dans l'écurie. Il y avait 2 autres chevaux à ce moment-là. Et il est allé à sa place. On lui avait évidemment gardé sa place. La bête devait se dire, enfin, je suis moi aussi chez moi. Je suis dans mon écurie, je respire mon foin, je respire pas l'odeur de la poudre, j'entends pas les bruits des mitraillettes, je suis chez moi, j'entends le bruit quotidien de l'ouvrier, des grands-parents, de la grand-mère qui allait jeter certainement des épluchures ou donner de l'avoine. Sûr et certain que ce cheval longtemps et souvent, il avait dû penser à cette lente charrue qui tirait dans les propriétés de mon grand-père et dans la paix.